Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te parler de mon processus, de mon modus operandi pour en fait écrire mes scénarios et comment faire en pratique pour ne pas qu'ils sortent trop des rails et pour pas disons que je sache plus quoi faire lorsque mes joueurs ils sortent de ce que j'ai prévu. Donc pour cette semaine j'avais prévu une toute autre vidéo. Donc là cette vidéo là d'aujourd'hui c'était une vidéo que ça faisait depuis pas mal de temps que je pensais la faire, mais pour aujourd'hui en fait j'avais une vidéo totalement différente. Je pensais en fait faire une vidéo dans laquelle j'installe Kali Linux. Donc c'est une distribution Linux pour faire tout ce qui est hacking et tout comme ça. Je pensais l'installer en fait sur mon Raspberry Pi et ensuite l'installer et puis faire une vidéo voilà, pour montrer comment je faisais pour en fait mes débuts sur Kali Linux. Sauf le problème c'est que j'ai installé le truc, j'ai eu pas mal de problèmes pour l'installer sur la carte SD pour ensuite le passer sur Raspberry Pi, sauf quand j'ai réussi. Et le problème ensuite c'était que j'ai un écran en VGA et le Raspberry Pi il a un adaptateur, enfin il est branché en HDMI et je me suis dit si j'achète un adaptateur ça devrait marcher. Donc j'ai fait venir un adaptateur VGA HDMI, je l'ai branché, ça marchait pas et rien s'allumait donc je me suis dit que fallait que je trouve une autre solution ou trouver un autre écran ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous pensais faire cette vidéo là pour aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui on va parler donc de jeux de rôle et surtout d'écriture de scénario pour le jeu de rôle. Donc avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo et rejoins-moi sur Instagram. Mon modus operandi pour écrire mes scénarios, je vais pas te parler de tout ce qui est inspiration parce que j'ai déjà fait deux vidéos, une Medieval Fantastique et une l'appel de Cthulhu. Inspiration la plupart du temps c'est un processus complètement différent de l'écriture, parce que lorsqu'on passe déjà à l'écriture du scénario et la création du one shot, ça veut dire qu'on a déjà une bonne idée. Donc l'inspiration il peut venir de à peu près n'importe quoi, des livres, des jeux, de films ou alors juste d'une idée comme ça qui te passe par la tête. Et une fois que tu as les idées, que tu as toutes les idées directrices, il faut savoir les organiser, les mettre sous bonne forme pour pouvoir le transformer en fait en scénario. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais te donner quelques astuces que j'utilise pour rester et garder mes joueurs en fait dans le droit chemin et pas qu'ils partent dans des endroits que j'imaginais pas du tout. Donc la première étape dans la création de scénario, c'est que ce que je fais, c'est que dès que j'ai des idées, j'ai toujours un cahier ou un carnet et je viens écrire toutes mes notes. N'importe quelle idée. Je sais pas, le vol, quelqu'un a volé un cheval, ah bah c'est le cheval du roi. Dans les écuries, il y a une trappe qui permet d'aller dans les égouts. C'est des anciens égouts elfes ou alors d'une ancienne mine naine qui passe sous la ville, qui est presque abandonnée, que personne s'en rappelle. Le garde de 8h du matin à 8h du soir, il est toujours saoul, donc il se rappelle pas bien de ce qui s'est passé. Bref, des choses comme ça, toutes plein de petites idées qui te passent à l'esprit, qui peut ensuite être rapprochées dans un même scénario. Une fois que tu as plein d'idées et que tu passes dans ton cahier, dans ton carnet avec tes idées et tu te rends compte, tout ça, ça va bien ensemble, t'en prends plein et tu viens les mettre, tu viens les organiser sur une feuille spécialement pour ça. Donc c'est vraiment ton brouillon, là c'est la structure très grossière du scénario. Donc ces méthodes fonctionnent pour la création de one-shot surtout, c'est surtout centré sur la création de one-shot, mais tu peux arriver sans problème à l'adapter pour créer des campagnes. Mais bon, écrire une campagne c'est bien plus compliqué qu'écrire un one-shot, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, l'évolution des personnages, des ennemis, bref des choses comme ça. À cette étape-là, c'est normal que l'ensemble, en fait, ce que tu écris, ton brouillon, soit pas du tout logique. C'est-à-dire que c'est normal que les éléments, ils aient pas vraiment de logique entre eux. C'est vraiment, en fait, disons, une liste grossière, une suite d'idées et d'éléments clés. Donc ça peut être par exemple, le garde s'est rendu compte que le cheval a été volé, il a entendu du bruit pendant la nuit, mais il était saoul donc il s'est pas levé, il a juste entendu, mais il est sûr que personne n'est rentré ni n'est sorti par la porte principale. Donc voilà, c'est ça l'idée principale, c'est vraiment un brouillon avec disons une relation logique entre les éléments, mais bon, c'est normal que ce soit un peu le bazar. C'est aussi à cette étape-là que tu vas définir le thème du one-shot. Donc ça, évidemment, ça dépend des joueurs, suivant qu'est-ce que les joueurs ont envie de faire, mais ça dépend de toi aussi et de l'inspiration et de tout ça. Donc il y a différents thèmes. Par exemple, tu peux faire un truc centré sur le combat, sur la corruption, sur peut-être de l'investigation, bref, un one-shot d'horreur, bref, il y a plein de thèmes différents et voilà, là c'est à ce moment-là, c'est dans cette étape-là que tu vas définir, ok, donc mon jeu, là ma partie, ça va être une partie d'investigation, il faut retrouver le cheval du roi, mais avec quelques petites scènes de combat.
Donc voilà, c'est à ce moment-là que tu vas déterminer à quoi ça va ressembler. Donc maintenant, une fois que tu as terminé la première étape, tu as les idées claires et tu sais comment va se passer le scénario et disons les thèmes et les éléments principaux. Donc on peut passer à la deuxième étape, c'est donc organiser toutes ces idées et vraiment trouver un sens logique et une relation logique entre tous les éléments. Donc moi, j'ai deux façons pour faire ça, c'est les deux façons que j'utilise. C'est premièrement avec une frise chronologique, disons-le, avec une liste chronologique et dans laquelle je vais dire, bah voilà, tel élément, le premier élément qui se passe en premier, c'est l'élément le plus important de cette chronologie. Le cheval, il a disparu, on ne sle plus où il est passé. Deuxième élément, le garde ou l'écuyer, ou bref voilà, se rend compte que le cheval n'est plus là et il préfère pas le dire à la garde, il préfère pas le dire au seigneur parce que sinon il risque de se faire exécuter. Donc il cherche une solution. Ah, les joueurs, les aventuriers, c'est la meilleure solution parce qu'eux ils vont pas me trahir et en échange d'argent ils peuvent garder le silence et résoudre mon problème. Ensuite les investigateurs, les joueurs vont investiguer et ainsi de suite. Donc ça peut être en bac à sable ou en railroad. Dans tous les cas, ces structures chronologiques elles fonctionnent. Dans tous les cas, c'est très important d'avoir une structure chronologique comme ça. Il peut y avoir des éléments chronologiques très importants qui se passent sans que les aventuriers puissent vraiment, disons, intervenir ou alors qu'ils aient vraiment une grande importance eux-mêmes. Par exemple, le cheval, il a été kidnappé et il y a un laps de temps de 10 heures, disons-le, voilà, 10 heures avant que le cheval soit vendu aux enchères. Donc bah voilà, les aventuriers, ils savent pas combien de temps il y a, ils se doutent bien que le cheval il a été volé pour une raison et donc qu'il va être vendu sans aucun doute vendu. Et il faut aller vite, mais ils savent pas combien de temps ça va durer. Et ben voilà, tu peux compter in-game combien de temps il dure et s'il dure plus de 10 heures, ils vont risquer d'avoir un peu plus de problèmes pour retrouver parce qu'il a déjà peut-être été vendu aux enchères ou en tout cas il a déjà été amené sur le marché noir et donc il va falloir aller là-bas trouver une solution. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que toute la chronologie, ils ont l'aventure. Si les aventuriers ils viennent investiguer, ils disent ah bon bah on a investigué, on sait que le cheval il a été enlevé par telle personne, on ne sait pas où le trouver. Ah bah tiens, et si on allait acheter une nouvelle armure, si on allait à la taverne se beurrer la gueule et qui dure, ils vont manger, ils vont boire, ils s'enivrent, ils s'endorment par terre sur le sol et le lendemain matin, ah bah mince, le cheval il a déjà été vendu, on peut plus le retrouver. Donc c'est ça, il faut faire attention, c'est que l'aventure, même si les aventuriers ils prennent pas attention à l'histoire, elle avance quand même. Donc ça tu l'organises donc sous forme chronologique pour savoir quels sont les événements qui vont se passer et dans quel ordre et comment les aventuriers peuvent interagir avec ces événements, mais aussi sous forme géographique. Moi j'aime bien les cartes, moi vraiment j'adore avoir des cartes de continents, de villes, de bâtiments, de villages, de tavernes, bref de tout ça pour savoir bah voilà ok donc ça c'est la ville, il y a un port de ce côté, on sait que ce quartier là c'est un mauvais quartier, il peut y avoir du marché noir dedans, les égouts, il y a des entrées ici, là, Palais Royal là où il y a le cheval il est au centre de la ville mais il y a aussi une canalisation des égouts qui passe en dessous, bref des choses comme ça vraiment pour avoir une meilleure vue géographique de l'histoire et moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça me permet bien de m'orienter et mes joueurs aussi ils apprécient bien ça donc pense à faire une carte même si c'est juste un gribouillis comme ça sur une feuille de brouillon, c'est quand même mieux, c'est plus simple comme ça de se rappeler les choses. Donc à ce moment là normalement tu as quelque chose qui commence à ressembler à un scénario, tu as une timeline avec des événements, des événements graphiques donc avec des cartes, des choses comme ça, tu commences vraiment à avoir quelque chose qui recommence à ressembler à un scénario mais on est loin d'avoir terminé parce que là maintenant il va falloir vraiment rentrer dans ce qui fait qu'un scénario est unique, ça veut dire les PNJ, les lieux, les événements, les artefacts ou des choses comme ça. On arrive donc dans la troisième partie, c'est créer ce que j'appelle des petites fiches. Donc voilà, c'est des fiches mémo ou alors des post-it, bref des trucs comme ça. Donc en fait tu viens dire ok les PNJ principaux, les éléments clés. Donc les PNJ principaux, j'ai bien écrire leur nom, leur profession, leur âge, l'expérience qu'ils ont dans le métier. Est-ce que l'écuyer ça fait depuis 50 ans qu'il travaille pour le roi ou alors est-ce que le gardien d'écurie il vient tout juste d'arriver et c'est son premier boulot, bref des choses comme ça. Sinon alors quel métier il faisait avant, est-ce qu'il a de l'expérience en tant que militaire, est-ce qu'il a fait la guerre, bref des petites choses comme ça, des petites choses intéressantes, peut-être des statistiques de base, hein, je sais pas par exemple la force du personnage si jamais à un moment on peut avoir besoin de ça, bref des petites informations comme ça qui permettent d'avoir un peu plus de profondeur au personnage et que ce soit pas juste un nom sur une feuille. Donc pareil tout ce qui est éléments clés, ça veut dire les lieux, tu peux dire voilà le Palais Royal c'est un vieux château du début qui a peut-être 500-600
200 ans, il n'a pas bien été entretenu depuis les 4 dernières générations de rois, donc il n'est pas bien entretenu, on ne sait pas vraiment où passer les égouts, bref des choses comme ça. Ou alors au contraire, est-ce que c'est un palais très récent, ou alors un ancien palais elfe, quelque chose de très bien entretenu, très propre, avec des très grandes tours élancées. Bref, faut donner comme ça des petits éléments qui font qu'en fait ton château, ta ville, ton monde en fait soit unique. C'est-à-dire que c'est pas ah bah vous arrivez dans un château, dans une ville. Non, si vous arrivez dans telle ville avec un nom qui est dans telle région, le centre commercial, c'est un endroit très riche, ou alors au contraire c'est un endroit très pauvre parce que les derniers minerais qui amenaient de la richesse à l'endroit sont épuisés, donc il y a plus aucun métier, enfin tout le monde est au chômage. Bref voilà, faire que ta ville ce soit pas n'importe quelle autre ville, que ce soit pas juste ah bah voilà une ville parmi tant d'autres et puis de toute façon c'est la même chose. Non, il faut faire un minimum d'efforts pour que ta ville et ton château, bref ton campaign setting, enfin l'endroit où tu vas se passer ta partie, ce soit quand même quelque chose d'unique, avec que les joueurs ils sentent qu'ils sont dans quelque chose de vrai et pas dans juste un univers comme ça fabriqué à l'arrache. Donc moi j'adore faire des petites fiches comme ça, des petites fiches avec les personnages, les endroits, les éléments qu'ils peuvent trouver. Ça c'est super intéressant, notamment pour pas te perdre. Alors ça c'est la meilleure façon pour pas te perdre, c'est de faire des petites fiches. Tu arrives à ta partie, tu as une petite dizaine de fiches comme ça, avec une pour le château, une pour les égouts, les anciens égouts, l'écuyer, le garde, le marché noir, le mauvais quartier, bref des choses comme ça. Et comme ça les joueurs ils peuvent te poser des questions sur le stress et sur le moment tu as plein de choses à te rappeler sur la partie, tu risques d'oublier des éléments et ben si tu as ta petite fiche, tu checkes un peu comme ça quelques secondes, tu lances juste un œil et ça peut te rappeler quelques éléments importants dont tu aurais pu oublier que tu aurais pu oublier à cause du stress ou alors parce que juste tu vas t'aimer trop le jeu, tu as beaucoup de choses à faire et ça peut être compliqué quand même de se rappeler de tous les éléments. Donc une quatrième astuce, c'est pas vraiment un élément de création, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est ne pas faire ni une introduction trop longue, ni une introduction cliché. Donc sauf si ton objectif c'est de faire du Nullbuck ou alors une partie de Donjons Dragons ultra cliché, il faut pas faire ça. Donc le cliché de Donjons Dragons c'est vous vous rencontrez dans une taverne, le feu crépite dans l'antre et une personne encapuchonnée étrange s'approche de vous. Donc ça, non et non. C'est vu, revu et re-revu. On a vu ça de partout, c'est vraiment trop cliché. Et puis non, tout simplement non, c'est trop. Et c'est trop lourd, c'est trop fatigant. Ça c'est comme un vieux film avec le générique avant le film et pas la fin. Ça on n'en veut plus. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de dynamique, il faut quelque chose, voilà, on commence, ils sont en train de manger dans la taverne et il y a un mur qui explose, il y a des bandits qui arrivent, ou alors ils sont là invités chez quelqu'un en train de manger dans une fête et puis il y a un assassin qui arrive par derrière pour essayer de poignarder un des aventuriers et lorsque les aventuriers arrivent à l'éliminer, se rendent compte qu'il a une lettre sur lui qui dit vous devez assassiner telle personne, c'est un ordre, et brûler cette lettre après l'avoir reçue, bref, quelque chose comme ça pour dire, voilà, il y a un problème, mais dans le feu de l'action, il faut commencer directement. Il faut pas s'amuser à faire quelque chose de trop long, à dire ah bah les personnages ne se connaissent pas. Il faut qu'ils apprennent à se connaître avant de commencer. Donc même si ça commence pas par du combat, on peut quand même commencer par quelque chose d'intéressant, du genre vous êtes en train de marcher sur la route et que vous voyez deux gnomes qui sortent des fourrés et vous arrachent la preuve de la mission. Donc voilà la tête du monstre ou quelque chose comme ça. Et vous en avez besoin pour être payé parce que sinon vous n'allez pas être payé. Et il s'enfuit dans les bosquets avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les poursuivre, vous allez continuer votre chemin en ignorant et juste vous n'allez pas recevoir de paye. Bref, voilà, quelque chose comme ça et commencer directement. Il faut faire attention que quand tu dis que les joueurs ne se connaissent pas, ou en tout cas que les personnages ne se connaissent pas au début de la partie, ça c'est bon, c'est parti pour super longtemps pour qu'ils se disent ah bah non, attends, pourquoi je vais avoir confiance en lui, je le connais pas, je l'ai jamais vu, ah bah non, je m'approche pas de lui, non, j'ai pas confiance. Bref, que si tu dis bon bah vous connaissez déjà depuis quelques mois, ça fait quelques mois que vous travaillez ensemble, là directement les joueurs ils vont pas faire les malins à dire ah bah non j'ai pas confiance ou des trucs comme ça. Ils vont avoir un peu plus de confiance et ça va être, disons que l'histoire va pouvoir commencer plus facilement et plus rapidement. Donc normalement à partir de ce moment là, une fois que tu as les éléments principaux, les éléments clés, les personnages, les lieux et l'introduction prête, normalement ton scénario il est prêt, mais ça peut être quand même assez compliqué que les joueurs ne fassent pas dérailler l'histoire sans le vouloir, ou alors en le voulant, dans ce cas là c'est pas bien, mais c'est quand même assez compliqué parce que les joueurs ils peuvent partir dans tous les sens et on peut pas prévoir dans tous les sens. Donc c'est pour ça que là je vais te
te parler de quelques astuces que j'utilise pour garder la situation sous contrôle, que les joueurs ne partent pas dans tous les sens et surtout que le one-shot reste un one-shot et qu'il ne s'étende pas trop longtemps, ou alors en tout cas que tu dises ok, la partie elle dure 3 heures et que ça varie entre 2h30 et 3h30, que ce ne soit pas 3 heures, que tu finisses le scénario en 1 heure, ou alors au contraire que tu finisses le scénario au bout de 10 heures. Donc voilà, ça c'est, je vais parler de ça pour vraiment garder en tête le fait que ce soit un one-shot et comment le maintenir dans les limites que tu veux établir. Donc moi ça m'est arrivé plus d'une fois qu'en fait les joueurs ils prennent un élément au hasard et ils considèrent que c'est une piste ou quelque chose de super important. Donc je sais pas, la première chose qui me passe à l'esprit, c'est la dernière fois que j'étais en train de faire un one-shot de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu. Donc on était dans une petite ville minière, je crois, ou une petite ville agricole en fait, au beau milieu des États-Unis, complètement paumé. Et les joueurs, ils interrogent un vieux agriculteur qui avait 80 ans, 86 ans, je crois que ouais, 86 ans, ce qui est quand même assez vieux, surtout pour l'époque, en 1920. Et ils disent non mais ils commencent à comploter comme ça, non mais c'est pas possible, il est trop vieux, 86 ans, c'est pas possible, c'est forcément de la magie, c'est forcément un magicien, il y a forcément quelque chose de mystique derrière ça, c'est occulte, c'est pas possible, non, ça doit être un cultiste, ça doit être un sorcier ou quelque chose comme ça. Et ils sont mis comme ça, ils avaient rencontré le vieux, il lui avait posé des questions et tout ça parce que c'était un des personnages importants qui avait des éléments importants pour l'histoire, donc il l'avait questionné et ensuite ils étaient partis et ils s'étaient mis à comploter, il lui avait donné bien trop d'importance, c'est-à-dire qu'en fait normalement il était juste censé leur donner quelques petites informations et ils ont commencé à imaginer que voilà c'était le grand prêtre du grand culte de l'appel de Cthulhu ou de Yog-Sothoth ou je ne sais quoi. Et bref voilà quoi, ils avaient commencé en fait à créer eux-mêmes leur propre scénario et moi je pouvais pas adapter la situation. En fait là il y a vraiment aucune façon que je pouvais adapter ça. Ça veut dire que le culte en fait était composé en fait d'une seule personne et qui n'était pas du tout ce vieillard, qui était un autre personnage qu'ils avaient déjà rencontré avant et qu'en fait il était aidé par d'autres créatures qui n'étaient pas humaines. Il y avait dans l'histoire et dans la narration, surtout que c'était un one shot, il y avait aucune façon que je pouvais adapter ça et leur dire ah bah oui c'était ça ou alors voilà. Et le problème, c'est que j'aurais pu juste leur dire bon bah d'accord, bah continuez l'histoire, et puis au bout d'un moment, ils se seraient rendu compte que le petit vieux, en fait, c'était juste un petit vieux qui vivait longtemps en fait, que c'était rien du tout de magique. J'aurais pu faire ça, j'aurais bien pu faire ça, sauf que le problème, c'est que dans un one shot qui est censé se terminer en 4 heures, on n'a pas le luxe de pouvoir se permettre ça. C'est-à-dire dans une campagne de plusieurs dizaines de parties, on peut dire ah bah d'accord, bon bah vous pouvez durer 1 ou 2 parties à poireauter et à vous rendre compte à la fin qu'en fait le petit vieux il avait rien de magique. Mais dans un one shot on peut pas. Dans un one shot on peut pas passer 4 heures pour à la fin se rendre compte que ça servait à rien. Dans un one shot on n'a pas de moyen de le changer. Si on peut ni changer la narration ni leur faire passer vraiment d'indirect et tout ça, bah la meilleure solution qu'il y a, moi je l'ai fait, il n'y a pas de honte à ça, c'est dire non bah les gars, le petit vieux c'est juste un petit vieux, hein, ne partez pas dans cette direction là, honnêtement moi en tant que maître du jeu je vous le dis, il a rien de spécial, vous pouvez juste considérer, bref il a rien de magique, abandonnez cette piste. Parce que voilà, c'est eux ils peuvent considérer quelque chose comme une piste alors que ce n'en est pas une. Donc ça, tu peux leur dire directement, ce n'est pas une piste, abandonnez ça, il n'y a pas de problème, ils vont comprendre hein, tes joueurs. Eux aussi, si jamais ils sont maîtres du jeu ou des choses comme ça, ils peuvent comprendre que bah voilà, des fois les joueurs ils comprennent des choses, que c'est pas ça et surtout ils peuvent penser que des choses sont des pistes alors qu'elles ne le sont pas. Donc voilà, je pense que c'est une des meilleures façons pour justement gagner du temps et ne pas perdre du temps avec des choses complètement inutiles qui ne font pas du tout avancer le scénario. Donc sixièmement, c'est avoir une bonne structure. Donc la meilleure façon de ne pas se perdre dans ses notes et de ne pas se perdre dans l'histoire, c'est d'avoir une bonne structure, une structure déterminée que tu connais. Donc c'est pas la seule structure qui existe, mais une des meilleures structures et celle que tout le monde connaît. Par exemple, en cours de français à l'école, on l'apprend parce que c'est la structure de base pour tout ce qui est histoire, scénario, théâtre, bref tout ça, c'est à peu près la même structure. C'est situation initiale, les aventuriers sont dans la taverne et paf, à un moment, soudainement, il y a le garde qui arrive pour les engager, pour qu'ils trouvent le cheval. Ça, c'est l'élément perturbateur. Donc c'est introduction, situation initiale donc. Ensuite, élément perturbateur qui vient donc démarrer l'aventure.
Ensuite, après, il y a développement, l'investigation. Bref, ça dépend de ton histoire, mais c'est par exemple dans l'histoire du cheval, c'est ah bah on va à l'écurie, on se rend compte qu'il y a un morceau d'étoffe qui était d'une cape de voleur de telle guilde de voleurs qui est accroché près de la cage du cheval. Donc ça peut être une piste et ainsi de suite. C'est le développement et on se rend compte ah ok donc les entrepôts du marchand il est à tel endroit et on va lui rendre visite. Donc après ça va être donc la situation une fois que le développement est terminé et qu'on a presque résolu le problème, on arrive à la situation finale auquel ah bah voilà il faut affronter le marchand, éliminer les gardes du corps, arriver à récupérer le cheval et on arrive à la fin de l'histoire et on a donc résolu le problème. Donc ça c'est donc la structure de base de toutes les aventures et toutes les histoires. C'est-à-dire que si tu arrives à faire entrer ton scénario dans cette structure-là, normalement il n'y a aucun problème, tu peux arriver à t'en rappeler et ne pas t'y perdre. Donc une septième chose qu'il faut se rappeler qui est très importante, c'est qu'il faut arriver à connaître plus ou moins combien de temps les aventuriers vont durer dans chaque partie. Donc il y a la règle du 1, 2, 1. Donc moi je suis pas trop fan de ça. Donc je t'explique la règle, c'est 1 heure pour la situation initiale, donc 1 heure pour l'introduction, 2 heures pour le développement et l'investigation et 1 heure pour la résolution. Donc je trouve que c'est vraiment long, quand même 1 heure pour l'introduction, mais bon c'est vrai que la plupart du temps les introductions elles sont souvent plus longues que ce qu'on les prévoit. Et si tu arrives à faire plus court pour l'introduction et directement arriver à lancer l'aventure, c'est quand même mieux. Mais bon, on n'est jamais trop sûr de ça. Donc ça, c'est même si c'est juste une approximation, parce que dans tous les cas, tu n'arriveras jamais à vraiment déterminer combien de temps ça va durer. Et en plus de ça, ça dépend de toi, des aventuriers et bref des joueurs. Donc c'est impossible de calculer parfaitement combien de temps va durer une partie. Mais dans tous les cas, c'est quand même mieux de savoir combien de temps va durer chaque partie, chaque élément. Ok, ça fait depuis 3 heures qu'on est en train de jouer, ils sont censés quand même déjà avoir trouvé je sais pas, déjà avoir trouvé la pierre sacrée qui permet d'ouvrir l'entrepôt magique, l'ancien entrepôt dans lequel le cheval est caché, bref quelque chose comme ça. Et mince, on en est à 3/4 du temps, mais on a fait que la moitié du scénario. Bon bah je vais booster un peu, je vais leur faire apparaître un PNJ ou alors avec une information, des choses comme ça, pour les aider et faire avancer plus rapidement la partie. Donc ça, si tu es chez toi et que tu as toute la nuit devant toi et que tous les joueurs peuvent rester plus longtemps, c'est pas trop grave, tu peux arriver à déborder. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles tu peux pas déborder, c'est-à-dire que tu es dans une convention ou alors dans ton friendly local game store et que tu fais une présentation d'un nouveau jeu et que tu dis que le scénario bah voilà, il dure 3 heures, tu peux pas l'étendre et durer 6h30. Là, si ton scénario il dure 3 heures, tu peux le faire durer 10-15 minutes de plus et 20 minutes maximum, mais il peut pas s'étendre trop que ça parce qu'après il y a un autre maître du jeu qui normalement attend pour la table. Donc il faut faire attention à ça si jamais tu as un temps déterminé pour ta partie, si tu es dans une convention ou une présentation de jeu, des choses comme ça, tu peux pas déborder. Donc voilà, avoir une idée générale sur le temps, c'est une bonne façon de ne pas te perdre parce que tu sais que dans la première moitié de la partie, il est censé avoir ces choses-là qui se passent et dans la deuxième partie, ces choses-là qui se passent et ainsi de suite. Donc normalement avec ces choses-là, tu es censé pouvoir avoir une bonne structure et savoir qu'est-ce qui est censé se passer et ne pas être perdu dans tes notes. Donc voilà, ça c'était les techniques que j'utilise pour fabriquer un scénario à partir de rien du tout et les techniques que j'utilise pour pas me perdre dans mes notes et pour arriver à garder l'attention de mes joueurs et faire avancer le scénario et qu'il reste dans les limites que je lui ai données. Donc toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont les techniques que tu utilises pour créer ton scénario et pour arriver à garder le scénario dans ce qu'il faut. Dis-moi dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, mets un j'aime à la vidéo, va rejoindre sur Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!